Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler du Bellagio, l'institution parisienne qui sponsorise cet épisode. Et quand je parle d'institution, je ne vous mens pas, puisque ce lieu, dédié à la danse, existe depuis 1936. Il a notamment vu passer des gens comme Arletty, Joseph Kessel, Marcel Aimé, Louis-Ferdinand Céline ou encore Marlène Dietrich. En bref, tout le monde est venu, vient ou viendra au Bellagio. Décoré par Henri Mahé, en plein Front populaire, le lieu a conservé son décor d'époque et c'est dans ce cadre typique qu'on peut notamment profiter des soirées salsa, chaque mardi soir selon les niveaux. Avis aux amateurs et aux amatrices, les cours débouchent sur la soirée SBK, autrement appelée Salsa Bachata Kizomba, de 21h à 2h. Si vous êtes à Paris ou que vous passez par la capitale, je ne peux donc que vous inviter à découvrir ce lieu mythique de Paris, au 9 rue de Lappe, dans le 11e arrondissement. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec l'écrivain David Thomas que j'ai discuté à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Par tous les autres, aux éditions de l'Olivier. David Thomas est l'un des spécialistes de ce qu'on pourrait appeler des instantanés. Ces petits textes de 1, 2, 3 pages qui, mis bout à bout, forment un recueil de micro-nouvelles portées par un vrai sens de l'humour et de l'observation de ce que nous sommes. Et avec David Thomas, on a parlé ensemble des codes de ces instantanés, de la manière dont il construit un recueil, puisqu'il n'en est pas à son coup d'essai, ou encore des lectures qui gravitent autour de son travail. Bonne écoute. Bonjour David Thomas. Bonjour. On est chez moi, il y a des livres partout sur les murs et il y a les micro-fictions de Régis Geoffrey, au-dessus de nos têtes, juste là, qui ont été publiées en 2007. Et c'est une espèce de somme de petites histoires qu'on pourrait comparer aux vôtres. Comment est-ce que vous aimez appeler vos textes précisément ? Moi, j'aime appeler mes textes des instantanés parce que ça renvoie plus à un côté photographique. Et je pense que microfiction renvoie automatiquement à Geoffrey. Ce qui nous rapproche, c'est le format. Il n'y a que le format qui nous rapproche. On pourrait aussi me rapprocher de Jacques Sternberg, qui faisait des textes courts, ou de Brotigan, qui a fait avec Tokyo Montana Express. Mais pourtant, ce sont des univers radicalement différents du mien. Donc il n'y a que le format qui nous rapproche. Mais voilà pourquoi moi je préfère parler d'instantané, d'autant que je suis très attaché à... Si vous voulez, dans mes textes, essaye de photographier, d'attraper, de saisir des moments, des silences, des émotions. Et c'est la raison pour laquelle ça se rapproche de la photo. Ouais, du côté photographique, vous en parlez régulièrement. Est-ce qu'il y a une pratique concrète de cet instantané, un temps que vous vous donnez pour écrire une histoire, une structure narrative peut-être que vous avez mis en place Non, il n'y a aucune structure narrative. La seule chose qui compte, c'est de faire passer ce que je veux faire passer. Ouais. Justement, vous voyez, il y a une structure narrative chez Geoffrey. Elle est toujours la même. Il la décline, en fait. Sur 500 textes, c'est toujours la même structure. Ouais. Vous remarquerez. D'où précisément, déjà, on ne peut pas vous comparer à ce niveau-là. Non, oui, et puis au-delà de son univers, qui est assez violent, gore, drôle, très drôle aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'humour chez Geoffrey. Ouais, je crois qu'il avait même eu le prix de l'humour noir. Oui, non, mais c'est extrêmement drôle. Mais enfin, voilà. Je ne sais plus votre question. Est-ce qu'il y a des codes selon vous ? Non, il n'y a pas de code. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir si ça tient debout, si ce que je veux faire passer passe. Ouais. Voilà, c'est tout. Okay. Alors, s'il me faut 5 lignes, ça fera 5 lignes. S'il m'en faut 15 pages, je prendrai 15 pages. Mais il n'y a pas de... Et ça veut dire que chaque recueil, là on est là pour Par tous les autres, mais vous en avez fait d'autres, chaque recueil ne répond pas à un thème par exemple ? Non, aucun. Il n'y a qu'un seul recueil qui était autour d'un thème, c'est Le poids du monde est amour. C'était raconter le parcours de l'amour, du célibat au célibat, comme une boucle si vous voulez. Mais c'est le seul. La construction d'un recueil, c'est fastidieux, c'est simple, ça demande beaucoup de réflexion chez vous ou pas ? Pour agencer les textes. Non, j'écris les textes, j'en fais à peu près 30 ou 40% de plus qu'il n'en faut. Ouais. Ensuite, j'imprime tout, je mets ça par terre chez moi, je pousse les meubles, je me mets au milieu, je suis entouré de 120 textes et puis je compose. Voilà, je choisis celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Voilà. Et ceux que vous ne gardez pas ?
est-ce qu'il peut vous arriver de les conserver pour Bien le sûr, prochain? bien sûr. Ils sont dans un fichier qui s'appelle Invendu et Ok. que je garde et dans lequel je fouille quand je compose un autre manuscrit 1 ou 2 ans plus tard. Alors on pourrait peut-être se demander si les différents recueils se répondent finalement. Est-ce qu'il y a un... Finalement, on pourrait pas faire un recueil global On de pourrait tout très ça. bien faire un recueil global de tous mes recueils, ça c'est sûr. Ça aurait du sens de faire ça. Après, je suis pas sûr, moi, peut-être qu'un jour on fera ça, je sais pas, j'en sais pas, juste avant ma mort ou juste après. Juste après. Voilà. Oui, ça, on pourrait très bien faire ça. Et c'est la raison pour laquelle ce titre, d'ailleurs, synthétise bien, par tous les autres, synthétise bien tout ce que je fais depuis 14 ans. Oui, parce que ça répond pas du tout à une... C'est pas le titre Non, d'un là, c'est pas le instantané, titre d'un là. texte. D'ailleurs, comment il est apparu ce titre? Comment Bah, vous l'avez pensé? comme la pomme d'Isaac Newton, ça m'est Ok. tombé dessus, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, ça synthétise ce que je fais, donc je le garde. Ouais, ça se tient. Voilà. Il y a une certaine idée de la solitude aussi, je trouve, là-dedans. Bah, il Dans y a ce une idée titre, de la en première solitude, mais il n'y a lecture. pas aussi. Enfin, je pense, c'est pour ça qu'il m'a plu ce titre. C'est parce qu'effectivement, il y a le côté. La première lecture, c'est de se dire qu'on est entouré par les cons. Ouais. Mais il y a une autre lecture qui, moi, m'intéresse presque plus. C'est qu'on on est obligé de composer avec les autres. Partout les autres, ça veut dire qu'on n'a pas le choix aussi. Ils sont partout. Tu peux pas fuir. Hein. Ils seront toujours là. Même si tu vas vivre sur une île déserte, ils sont dans ta tête. Et j'aime bien cette idée qu'on est tous reliés les uns aux autres, quoi, et qu'on ne peut pas faire autrement que de s'accommoder et voilà, de composer pour supporter ça, pour supporter les autres. Ça ne veut pas dire, attention, je voudrais être précis, parce que je Ça voudrais tombe bien. je voudrais pas qu'on s'imagine que c'est un côté vivre ensemble, auquel Ouais. je ne crois absolument pas, que je considère plus comme une espèce de slogan de marketing. Je ne crois pas au vivre ensemble. Je crois qu'il faut composer avec les autres. C'est pas la même chose. Les formats courts comme ces instantanés, ça implique d'être potentiellement, ou pas d'ailleurs, mais efficace, de raconter beaucoup en peu de mots. Est-ce que la dernière phrase est capitale? Elle est importante. Je ne vais pas vous demander. Oui, elle est importante, mais Parce que c'est ce que j'ai... Enfin, si je pose la question, c'est pas anodin, Non. c'est que j'ai remarqué que, selon moi en tout cas, vos dernières phrases étaient évocatrices à plus d'un titre, disons. la fin du texte, ce que souvent les gens appellent la chute, Ouais. est ce qui justifie le texte. Donc oui, elle est très importante. La fin est très importante. Et puis, il y a une autre raison à ça. Il y a 2 choses très importantes dans ma construction de mes textes. C'est l'incipit et la fin. Ok. L'incipit parce que le lecteur, il sait qu'il y a 60, 80, 100 textes. Donc si au bout de quelques lignes, il s'ennuie, Hmm. il Il tournera passe la au page. suivant. Ouais. Et la fin, parce que s'il prend la peine d'aller jusqu'au bout du texte, rien n'est pire que la déception. Donc il faut essayer de ne Oui. pas rater sa fin. Mais Aussi ça veut pas court dire le texte soit-il. ça ne veut pas forcément dire que la fin doit être spectaculaire ou une pirouette. Ça veut aussi dire qu'il faut savoir fermer, clore proprement le texte. Donc oui, la fin est importante. Vous aimez les aphorismes, les petites phrases un peu... oh bah oui, je vais répéter le mot, mais évocatrices. Ce genre de petites phrases un peu des vérités générales finalement. Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas tellement. Pas tellement. Mais je vous pose la question parce que précisément, j'en ai pas tellement Non, remarqué. j'aime pas trop les trucs la vie est, la vie c'est, l'amour c'est. J'essaie d'éviter ça. Je trouve que bon, Ouais, bon. voilà, c'est un peu un truc de jeune fille, je trouve. Qu'est-ce qui valide le titre d'une micro-nouvelle, d'un instantané? Souvent, il tombe tout seul. Enfin, Ok. bon, Comme après, le titre quand j'ai une série de titres qui est trop fadasse, je m'arrange Ouais. pour essayer de mettre des titres un peu plus pétillants. Mais le titre, ça va assez vite. Je passe pas trop de temps. Pour le titre des nouvelles, en tout cas. Hein. Hmm. Pas pour le titre du livre. Bon, oui. Il vaut mieux que je l'aie, parce que les titres, j'aime pas avoir à chercher un titre. Non. Pourquoi? Parce que quand je le cherche, en général, il est mauvais. Le titre, il faut qu'il me tombe, il faut qu'il s'impose. Donc là, c'était le titre de travail, comme on dit, le premier titre. Ouais, le titre, il s'est imposé, celui-là. Ok. À quel moment, parce qu'on a parlé de la construction, vous écrivez 30 à 40% de texte en plus, mais à quel moment vous savez qu'un recueil
est terminé, parce que ça pourrait être infini. Ben, l'échéance. L'échéance, c'est vraiment Ah bah oui, moi je pourrais l'éditeur continuer. finalement Bah qui oui, vous... il est convenu que je rende un texte à telle date, voilà. Sinon, on en arrête. sera encore Ah aujourd'hui. bah quoi. oui. Ah Ok. oui. Mais c'est une bonne raison, en même temps. Oui, non, mais c'est très prosaïque, c'est très terre à terre. Hein. Faut faire un livre, voilà. Puis moi, je sais pas, je me dis que... Alors après, on pourrait me dire, ouais, mais tu pourrais faire un livre de 1000 textes pour faire, vous voyez, Régis Geoffroy, précisément, pour a faire fait un- 500, je crois. pour faire 100, pour faire mieux que Geoffrey. Allez, Vous voyez, le côté... 501. Non, 1000. Ok. Si vous voulez que Mais ça on ait du pourrait. sens, il faut faire 1000. Mais bon, après, je me dis que moi, si je fais un truc de 1000 textes, personne lira les 1000 textes. Donc autant faire 10 recueils de 100 plutôt que de faire un de 1000. Parce que C'est pas une je mauvaise me donne idée. plus de chances que les gens les lisent. Parce qu'à 1000, je suis sûr que les gens liront pas. Hein. Ils liront 150 textes, mais ils n'iront pas au-delà. Comment vous êtes venu aux instantanés, comme on dit depuis tout à l'heure, ou peut-être plus globalement à l'écriture finalement? Ça fait quoi, 10, 12, 15 Ça fait ans à peu près 14 ans. 14 ans. Oui, je sais plus, un peu moins, je sais plus, par là. que vous Que je écrivez, publie, que vous publiez, bien Que je sûr. publie. Et oui. mais pas que j'écris. Je suis venu aux instantanés parce que j'avais essuyé 2 échecs avec des romans, mais c'est une bonne chose parce que c'était des mauvais livres, et que écrire un recueil, ça se fait tout seul. Écrire un roman, ça demande un investissement. Là, ça se fait tout seul. J'écris un texte, 2 textes, 3 textes, 20 textes, 30, 40, puis au bout d'un moment, je me retourne, j'ai un recueil. Il y avait ça, et donc cet investissement, si vous voulez, il était moins grand que si j'avais fait un roman. Et donc, je m'épargnais une réaction trop intense en cas d'échec. Ça veut dire que c'est un peu parti de j'ai envie d'être partisan du moindre effort. C'est pas le moindre effort, c'est la moindre souffrance. Ouais. Vous savez, Bukowski disait ça. Bukowski, on lui disait, mais pourquoi t'écris pas un roman ? Et il répondait, mais écoute, moi, je vais pas. Si on me met $5000 sur la table, j'écris un roman. Mais je vais pas passer 1 ou 2 ans de ma vie pour que ça reste au fond d'un tiroir. Eh bien, moi, qui ai vécu, j'avais pas mis 1 ou 2 ans pour écrire mes romans, hein, je vais pas me la raconter. Et c'est la raison probablement pour laquelle ils étaient mauvais, c'est que je les ai écrits trop vite. Mais moi, j'avais envie de publier, d'être écrivain. Et voilà, comme quand on a essuyé 2 ou 3 échecs, 2 en l'occurrence, j'avais pas envie de recommencer. Voilà. Donc je me suis dit, ça me préservait un peu, vous voyez. Si vous voulez, là, où je mettais pas beaucoup de chance de mon côté, c'est que proposer comme première publication des textes comme ça, comment dire que c'était pas très malin non plus. Parce qu'évidemment, tout le monde m'a refusé. Absolument tout le monde. Sauf un petit éditeur qui a dit toute petite maison, enfin bon, voilà. Mais bon, le livre a existé, et puis non seulement il a existé, mais il a rencontré pas mal de lecteurs, et voilà, il a eu un prix, enfin bon, etc. Donc, Qu'est-ce qu'on peut voir de vos obsessions dans ce recueil ? Dans les mêmes obsessions que dans les autres recueils, je pense. C'est-à-dire le temps qui passe, probablement. Ce qui est perdu. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Je me rends compte, ce qui nous échappe, ce qu'on perd. Ça fait partie des choses qu'on retrouve assez souvent. Mais après, il y a des petites choses qui reviennent. Le désir revient assez souvent. Je suis assez souvent... ça m'interroge. Je m'interroge pas parce que ça, j'ai horreur de ça, les écrivains qui s'interrogent. Ça, moi comme j'ai pas de réponse. Mais j'évoque souvent le désir, l'envie. Vous voyez, l'envie, le désir. Voilà ce qu'on retrouve assez souvent dans mes textes, ouais. Au-delà de la pêche, du couple, des trucs comme ça. Mais la pêche qui est une de vos, la pêche, de vos passions, on dirait. Ouais, je suis pas un grand pêcheur, mais j'aime bien la pêche parce qu'on est seul, et oui, ce sont des moments assez calmes et sereins. J'aime ça. Est-ce que vous avez théorisé votre rapport à l'humour dans l'écriture ? Parce que il en est question parfois de l'humour.
pas dire vous êtes drôle, mais bon, vous êtes drôle. Ah bah si, je suis très très drôle. Oui, la phrase est un peu spéciale dite comme ça, mais... N'hésitez pas à le dire. Bon, vous êtes drôle. Est-ce que vous avez théorisé votre J'ai pas théorisé, mais rapport. c'est important pour moi. C'est important pour moi que... Bon, après, tout est relatif, évidemment. Peut-être qu'il y a des gens qui vous diront que c'est absolument pas drôle. Mais moi, j'essaye de mettre de l'humour dans mes livres parce que je trouve qu'il y en a pas assez en littérature, qu'on trouve ça vulgaire un peu. C'est pas assez, vous voyez, c'est pas assez chic. Noble, ouais. L'humour, c'est pas chic. Et j'ai un... En revanche, ça va pour Sampé. Vous voyez, Sampé, on peut accepter que ce soit drôle. Ça va chez Elliot Erwitt. On accepte qui est un des plus grands photographes du XXe siècle, qui est une de mes idoles avec Sampé, et on peut accepter qu'il y ait de l'humour. Et d'ailleurs, Erwitt, si c'est un si grand photographe, c'est aussi parce qu'il a apporté de l'humour dans la photo. Pas le petit sourire charmant, hein, l'éclat de rire. Moi, c'est important pour moi qu'il y ait du rire. Et je ne parle pas d'humour, je parle de rire. Parce que le rire, c'est aussi quelque chose qui vous échappe. D'abord, c'est quelque chose qui vous échappe. Et ensuite, ce qui me plaît dans l'humour, c'est que c'est une façon de nier le réel. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup, c'est le désespoir et l'humour. Le rire. Le rire plus que l'humour. Parce que le désespoir, on est au bout du bout de ce qu'on peut... On est à la limite face au réel. Au-delà, on se flingue ou on se bat, quoi. On essaie de modifier le réel. Et le rire, c'est encore une façon de nier le réel, de ne pas l'accepter. Vous voyez, c'est une fuite un peu, le rire. Ouais. Mais c'est une façon, et ça m'intéresse, ça me plaît, ça. Quel est votre... est-ce que vous avez remarqué une faiblesse dans votre écriture, quelque chose que vous n'arrivez jamais à mettre en place, à faire, je sais pas, trouver un titre, par exemple, ou quoi, trouver une bonne chute, j'en sais rien. Ou un thème que vous n'arrivez pas à travailler. Non, mais moi, je n'ai pas si je n'arrive pas à finir mon texte, c'est poubelle, hein. Okay. Je ne vais pas m'énerver. Ou alors, à plus tard, si ça ne tombe pas, bon, c'est que le texte... Non, mais je veux dire, le texte, il doit tenir debout tout seul, un peu comme un petit animal qui vient de naître. Vous voyez, dans la nature, ils sont debout. Un bel agneau, quoi. En 10 minutes, ils sont debout. Le texte, il doit être debout vite. S'il n'est pas debout vite, c'est que l'idée n'était pas bonne, tout simplement, quoi. Donc, poubelle, c'est pas grave. Il y a beaucoup de déchets dans ce que j'écris. Moi. Ouais. Donc, après... les faiblesses, je sais pas, non. Peut-être aucune. Non, mais c'est à vous de me dire où sont les faiblesses de mes textes. Mais c'est l'avantage de ce genre de format. Ouais. J'ai pas à me bagarrer indéfiniment, si vous voulez. Je sais que si c'est pas bon pour ce texte-là, ça sera bon pour le suivant. Moi, je fais 150 textes pour écrire un recueil, donc j'ai toujours 50 textes dans mon ordinateur en avance. Ouais. Quand je commence un recueil, j'en ai déjà... La moitié d'un autre. La moitié pratiquement la moitié dans l'ordinateur. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave si le texte est raté ou si j'y arrive pas. On s'acharne pas. Non, c'est pas nécessaire. Vous travaillez où ? Chez vous ? Oui, chez moi. Ouais. C'est important ou vous pouvez travailler ailleurs ? Non. Moi, je veux travailler chez moi, dans mon bureau, ce qui est un petit bureau de 6 mètres carrés. Vous avez un bureau dédié à la pratique ? Ça, c'était non négociable quand je me suis installé avec ma femme. Mais non, j'ai besoin d'être dans une antre, d'être un peu... faut que ce soit pas trop grand et qu'on me foute la paix. Voilà. Ça me semble pas mal comme recette. Vous travaillez tous les jours ou pas ? Non. Ça ne nécessite pas non plus de s'y mettre de 9h à 18h. Comme vous avez pu le constater, il y a des textes qui font une demi-page. Comment dire que si je me mettais de 9h à 18h, en 3 semaines, j'aurais écrit un recueil. Ça fait un peu beaucoup pour mon éditeur. Est-ce qu'il y a un moment dans cette vie d'écrivain, dans ce métier d'écrivain, de la publication au moment où une idée vous semble bonne, est-ce qu'il y a un moment que vous préférez par-dessus tout ? Est-ce que c'est les rencontres en salon ? J'en sais rien. C'est une bonne question parce que je n'ai pas la réponse. Quel est le moment que je préfère ? Probablement celui où je rends le manuscrit. Oui, probablement ce moment-là. Non, oui, le moment où l'éditeur revient vers moi en me disant « j'ai lu ». Ça, c'est votre moment préféré ? Oui, parce que s'il le publie, il ne va pas me dire que c'est mauvais. Normalement. Donc, qu'il le pense ou pas, il me complimente. Pas mal. Et c'est pas désagréable. Voilà.
Mais après, revient très vite la petite inquiétude. Est-ce que ça va marcher voilà. Non, oui, c'est ce moment-là. C'est la préparation, en fait, entre le moment où je rends le manuscrit et le moment où sort le livre. Et après, au moment où sort le livre, alors là, c'est fini. Alors là, ça devient très désagréable. C'est vrai, la sortie d'un livre, c'est un moment... C'est pas un bon moment pour moi. Ok. Non. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi ? Oui, je sais pourquoi. Parce que je suis tendu, parce que j'ai toujours peur que le livre soit pas... Moi, il faut que vous sachiez, j'ai été viré 2 fois. Hein, j'ai été foutu de vos maisons d'édition ? J'ai été foutu à la porte d'Albin Michel et de chez Stock, faute de vente. Okay. Donc comment vous dire que ça tend un peu les choses quand on a peur. Oui, après, ça place un décor, quoi. Voilà, non, mais ça vous met une pression. Vous savez que si vous vendez pas à temps, ça peut revenir. Alors, bon, à l'Olivier, là, j'ai été accueilli tellement chaleureusement et l'équipe est tellement... C'est la première fois, si vous voulez, à l'Olivier, que je suis chez un éditeur qui exprime à la fois du désir et de l'envie et de l'intérêt et de l'énergie, et qui met de l'énergie pour que le livre existe. Mais malgré ça, c'est quand même difficile parce que c'est un format qui est difficile à vendre. Mais au moins, si vous voulez, là-bas, il n'y a pas eu ce côté un peu... numéro, quoi, ou sécurité sociale qu'il y avait, par exemple, chez Albin Michel. Bon, il y a peut-être aussi moins de publications, tout simplement. Ah bah, c'est même sûr. Mais ils publient beaucoup moins, c'est sûr. Donc, ils mettent... oui. Donc, bref, la sortie n'est pas un... Non, c'est pas très, très agréable. Enfin, à la fois, c'est agréable, et en même temps, parce que le livre existe, ça en fait un de plus. Ça rajoute quelques petits centimètres sur la taille de tous mes livres. Mais en même temps, je suis un peu tendu, ouais. Est-ce qu'il y a certaines de vos lectures qu'on peut voir dans ce recueil ou dans vos recueils en général ? Oh oui, je pense. Comme qui ? Les écrivains qui m'accompagnent beaucoup, comme Tchekhov, comme Bukowski, pour sa poésie surtout, plus que pour ses nouvelles, mais sa poésie me met littéralement à genoux, comme Carver. Je pense, oui, que ils sont évoqués d'ailleurs. Il y a des textes qui évoquent. Hein, dans le précédent, dans le précédent plus, je crois. J'évoque souvent. Peut-être d'autres, je sais pas. J'ai pas le souvenir, mais oui, ces 3-là, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'on peut les voir apparaître dans mes livres. Oui. Ils font partie des... Miller aussi, Henri Miller. Ils font partie des écrivains dont vous pensez que l'œuvre pourrait être inépuisable dans votre vie, que toujours vous pourrez... Je ne le pense pas, elle l'est. Que toujours vous pourrez y retourner mais j'y retourne et y trouver quelque chose. Bukowski, il a fait 5000 poèmes. Hein. Comment vous dire qu'en une vie, vous n'avez pas assez de temps pour les lire ? Oui, vous avez raison, j'y retourne. Je n'ai pas lu l'intégralité de ces 4 auteurs-là, Carver, Bukowski, Miller et Tchekhov. Et heureusement, j'ai aucune envie de lire l'intégralité de leurs œuvres. J'ai envie de m'en laisser un peu pour plus tard. Donc, oui, pour moi, c'est inépuisable. Au milieu de tout ça, il y a les prix, les récompenses qui peuvent contribuer à faire exister un livre, un auteur peut-être. Récemment, vous avez obtenu le prix de la nouvelle de l'Académie française, c'était en 2021, pour votre dernier livre, Seul entouré de chiens qui mordent, toujours à l'Olivier. Ces prix, ces hommages, ces reconnaissances, est-ce que ça a une importance ? Mais c'est capital. Alors, ça a une importance, on est tous d'accord, mais oui, dans votre esprit. Non, mais c'est capital. Moi, je vais être franc avec vous, si j'avais pas eu ces prix, je pense que j'aurais arrêté d'écrire. Parce que, à cause des ventes, justement. Quand vous vous faites virer de chez un éditeur parce que vous vendez pas assez, comment dire que, voilà, vous vous dites, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire des livres ? Personne les lit, je me fais virer, vous voyez ? Heureusement qu'il y a eu ces prix, parce que ça encourage, ça dit que c'est une façon de me chuchoter à l'oreille de ne pas abandonner. Donc oui, écoutez, c'est mon 9e livre, là, celui-là, et j'ai eu 4 prix. Donc l'année dernière, il y a 2 ans, je me disais, 8 livres, 4 prix. Pas mal. Pas mal. Et bon, alors après, on va me dire, ouais, mais bon, c'est pas le Goncourt ou le Femina, hein. Mais c'est quand même des prix. Le prix à Monaco, c'est un prix assez chic. Le jury c'est pas des petits branleurs, hein. C'est moi, en tout cas, l'année où je l'ai eu, c'était la moitié du jury, c'était des académiciens, l'autre moitié, c'était membres de Goncourt. C'est toujours ça. Bon, donc, c'est des gens qui lisent des livres, quoi. Comment dire qu'ils savent... J'espère pour eux. Non, mais ils savent lire des livres, vous voyez. Voilà, après le prix Orange, c'est un prix de lecteur. Alors ça, c'est génial. C'était en 2011. C'était en 2011, pour Un silence de clairière, mon 2e livre et premier roman.
Le même livre a eu après le prix Louis Barthou de l'Académie française. Bon, bah là, voilà aussi, on peut dire ce qu'on veut de l'Académie française, mais enfin, c'est aussi des gens qui savent lire, a priori. Et le 4e, c'est le prix de la nouvelle de l'Académie française. Donc, voilà, moi, oui, je suis très content. Heureusement que j'ai eu ces prix, parce que justement, ça vient... Et j'ai été finaliste du Goncourt pour Seul entouré de chiens qui mordent. Du concours de la nouvelle en 2022, du coup. Pour le précédent livre, Seul entouré de chiens qui mordent, à l'Olivier. Et heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai ça, parce que ça m'aide à tenir le coup, quoi. Parce que si vous voulez, au début, qu'on ne vend pas, bon, c'est pas très, on se dit machin. Mais il y a un moment, ça devient un peu essoufflant, quoi. C'est difficile de se dire à quoi bon. À quoi bon continuer? Au-delà du plaisir que j'ai à écrire. Mais oui, qui reste là. Il reste là, mais... Bon, après, je fais peut-être ma chochotte. Il y a peut-être je pense que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je vis, 80% des écrivains le vivent. C'est un peu le cas de tout le monde. Mais trouver l'énergie, et elle est peut-être plus on avance, moins elle est facile à trouver. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels où vous avez oublié d'y réfléchir, ce qui n'est pas grave, mais je le vois à votre tête? Non, j'ai un coup de cœur d'un livre que j'ai lu récemment. Ouais, super. Là, il y a 2 jours, qui est le livre de Jérôme Garcin sur son frère. Mais fragile ou Mais fragile. Le dernier, ok. Chez Gallimard. Chez Gallimard. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un sujet compliqué. J'ai perdu mon frère il y a 6 mois. Et mon frère avait une énorme place dans ma vie. Et je suis toujours un petit peu méfiant quand les écrivains écrivent sur une personne qu'ils ont perdue. Il y a beaucoup d'écrivains ou de journalistes font ça. Et je trouve que les livres se ressemblent tous. Et ce que je regrette dans ces livres-là, c'est que la personne perdue est toujours parfaite, est toujours merveilleuse, elle est toujours pleine de qualité. Enfin, bon. Mais ce qui est le cas aussi chez Garcin, mais j'ai trouvé son écriture magnifique. J'ai trouvé, il y a des formules, il y a des phrases qui sont tellement élégantes, tellement belles. Et ça m'a beaucoup touché. Alors peut-être que je suis un peu sensible en ce moment sur ce sujet, mais il y a aussi une exposition que j'ai vue récemment, dont je pense que beaucoup de gens ont vu, enfin en tout cas à Paris, c'est l'exposition Alice Neel à Beaubourg. Oui, je crois que c'est fini, mais c'est pas très grave, on peut parler d'Alice Neel. Écoutez, moi j'ai trouvé ça formidable, j'adore ce genre de peinture, j'aime l'expression, il y a un courant de peinture que j'adore qui s'appelle la nouvelle objectivité, qui est post-expressionniste. J'adore cette peinture-là. C'est des peintres des années 20 allemands qui ont eu une réaction face à côté très inconscient de l'expressionnisme. Là, c'est une peinture presque sociale, mais aussi un peu caricaturale, qui veut montrer le réel. Et il y a chez Alice Neel une volonté aussi de montrer la réalité que je trouve très fine et très et j'aime son dessin, j'aime son regard sur les femmes et j'ai adoré cette exposition. Bon, il y a ce fameux tableau de Peggy, je crois que ça s'appelle Peggy, la femme qui a les mains comme ça sur le visage, qui est une femme battue. Et avec des bras d'une maigreur absolument saisissante. Et se trouve ce tableau absolument poignant, qui montre et qui synthétise. On ne peut pas mieux synthétiser la violence faite aux femmes, avec ces bras qui ne peuvent pas rivaliser face à des bras d'un homme. C'est absolument magnifique. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.